Du coup, j'étais un petit peu frustrée de plus rien avoir à me mettre sous la dent. Donc du coup, je me suis dit, ben, si c'est pas déjà écrit, ben, je vais le faire en fait. Jeudi 26 mars 2021, j'ai interviewé Aénis, écrivaine à ses heures perdues. Ce qui m'a marqué, c'est la passion qui émane d'elle lorsqu'elle nous raconte les histoires qu'elle écrit. Elle est transcendée par les aventures de chacun de ses personnages. J'ai adoré son franc-parler et les détails qu'elle m'a partagés quant à la manière de construire ses histoires, en commençant par le contexte qui les entoure. Nous avons passé 1h30 en direct où elle nous a partagé ses expériences et émotions. Venez découvrir son monde dans cette interview. Bonjour tout le monde, bonjour Anis. Bonjour. Enchanté, ravi de faire ta connaissance. Donc tu m'as fait part en fait sur Twitter que tu avais des travaux d'écriture à côté. Et donc en gros, l'idée ce soir, comme un peu les autres soirs, c'est de pouvoir creuser un petit peu ce que ça représente l'écriture pour toi, des émotions qui sont liées à ça, pour comprendre un peu plus ce sujet-là. Donc ce que je te propose, c'est de commencer dans le vif du sujet et puis de laisser te présenter un petit peu et ton parcours pour arriver justement jusqu'à l'écriture. Je suis à Nice. J'ai commencé à écrire en fait, je crois que j'avais 15 ans, quelque chose du genre. J'étais, je pense, fin collège, début lycée, parce que je lisais déjà beaucoup tout ce qui était des mangas, je regardais beaucoup d'animes, etc. Et en fait, j'en avais regardé tellement, j'étais tellement dans ma petite bulle, parce qu'à l'école, tout ça se passait pas hyper bien, qu'au bout d'un moment, ben, j'ai un petit peu éclusé tout ce qui m'intéressait, qui était sorti à ce moment-là. J'avais un petit peu fait le tour de ce que je pouvais avoir en français ou en anglais, même si à ce moment-là, je parlais pas encore hyper bien anglais. Et du coup, j'étais un petit peu frustrée de plus rien avoir à me mettre sous la dent. Donc du coup, je me suis dit, ben, si c'est pas déjà écrit, ben, je vais le faire en fait. Ouais. Au moins, je suis sûre que c'est ce que je cherche, c'est ce que je veux lire. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. C'était pas très folichon au début, hein. Tous les débuts sont un petit peu chaotiques, surtout quand on est ado comme ça. C'est pas, on fait pas des romans de 500 pages, hein. C'est pas non plus des scénarios très recherchés. Voilà, quand je regarde maintenant, parce que je les ai encore aujourd'hui, hein, les tout premiers écrits. Bon, j'ai mes yeux qui saignent quand je le fais, quand je les relis, mais je les ai toujours. Et ben, en fait, c'est devenu un petit peu une passion de justement d'écrire tout ça. J'avais tout le temps plein d'idées qui me venaient en tête. Tiens, j'ai pas parlé de ça, mais ça va pas avec cette histoire actuellement. Donc, je fais un nouveau projet qui va justement se concentrer autour de cette nouvelle idée. Et j'ai agrandi comme ça mon panel. J'ai continué d'écrire un petit peu. Et j'en suis là aujourd'hui où maintenant, c'est assez compliqué pour moi justement d'écrire des choses qui font moins de 500 pages. Je n'y arrive plus. C'est plus possible. Donc quand tu dis des choses qui font moins de 500 pages, ça veut dire que tu écris des romans par bloc en quelque sorte? J'ai un exemple, ça. Voilà. D'accord. Ça c'est toi qui l'as écrit? Oui, ça c'est moi qui l'écris. Il est pas en vente, hein, je préviens. C'est juste Ouais. que j'ai imprimé 3 copies physiques, une pour moi, une pour ma maman et un pour celui qui a lu les chapitres. Mais voilà, c'est ce que ça donne. C'est le premier que j'ai fini. C'est Voilà. top. Il y a actuellement 502 pages. C'est combien de temps de travail ça, ce type de livre? Je pourrais pas te dire exactement c'est quoi, tant d'heures, etc. parce que je l'ai fait dans mon temps libre, quand j'avais envie, quand j'avais l'inspiration. Mais j'ai commencé en fait celle-là, qui s'appelle 12. Bon, maintenant je l'ai renommée d'Astragal 12. Je l'ai commencé justement, ça a été un de mes vrais premiers projets en 2015, je crois. Et j'ai imprimé du coup les copies physiques en 2018. Ça fait combien de temps que tu écris du coup, en tout? Depuis que j'ai 15 ans, donc ça doit faire les années 2010, 2009, quelque chose du genre.
Donc une dizaine d'années. On me demande comment parviens-tu à structurer? Déjà, avant d'écrire, je crée tout ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Je ne pose pas le moindre chapitre, le moindre mot dans le manuscrit avant d'avoir tous les personnages principaux qui sont totalement construits avec leur passé, leur futur, mais également la fin en fait du livre. J'écris pas le livre tant que je n'ai pas la fin. Alors donc du coup, pour bien comprendre, quand tu dis que tu construis tout, ça veut dire que tu construis l'univers, j'imagine, la fin, mais aussi l'histoire, c'est ça l'idée? C'est ça, en fait, je vais avoir une idée assez détaillée, en fait, je vais avoir l'idée générale, Ouais. qui fait que j'ai envie d'écrire dessus. Mais forcément, il faut qu'il y ait une intrigue un minimum intéressante et qui change aussi des autres projets que j'ai déjà entamés, qui sont déjà écrits, parce que si c'est juste, par exemple, faire une copie d'un autre projet, mais juste avec ce thème-là qui est différent parce que j'avais pas inclus ce thème-là dans l'autre, ça sert à rien. Donc, il faut vraiment que je développe un scénario à part entière dessus, une vraie histoire autour de ça. Et puis, en fait, j'ai commencé petit à petit à imaginer avoir des scènes dans ma tête, comme quand on regarde un film. Je vais avoir, par exemple, une musique qui va me donner l'inspiration et qui va me dire, tiens, cette musique-là, eh ben, j'aimerais bien que dans cette histoire, sur cette musique-là, par exemple, il y a ça qui se passe. Et je vais commencer justement à prendre des notes là-dessus, à mettre ces idées-là de côté, et puis à commencer, une fois que je commence à avoir plein de scènes, à pouvoir petit à petit essayer de faire un puzzle avec tout ça. Toutes ces idées que j'ai envie d'incorporer là-dedans sur ce thème général. Et agencer tout ça en fonction aussi de la fin, des personnages, de qui va être pas gentil, qui va être très gentil, etc. Donc finalement, tes sources d'inspiration, elles sont multiples. Moi, ça me surprend de t'entendre parler de musique pour écrire un livre. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple? Je n'écoute pas des musiques genre les musiques qu'on entend à la radio ou qu'on va écouter sur Spotify. Moi, mes musiques, quand on les regarde, il n'y a rien de tout ça. C'est des musiques cinématiques, ça va être des orchestres, ça va être même des nightcore. C'est une version d'une musique qui a été réarrangée pour que c'est une puissance, etc. Et justement, c'est des musiques comme ça qui donnent des émotions que j'ai cherchées pour justement après les transposer un petit peu sur la scène que j'ai en tête pour pouvoir la décrire au mieux et ressentir un petit peu plus intensément l'émotion de la scène grâce à cette musique. Et donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment tu fais pour pas partir dans tous les sens, en fait? Je pars dans tous les sens. C'est pour ça que je crois qu'à l'heure actuelle, dans mon fichier donc d'écriture, je dois avoir au moins une 50aine de dossiers de projet. Après, je les connais tous par cœur parce que forcément, c'est mes projets, je les connais sur le bout de la langue, je peux pas les confondre, etc. Bah là, récemment, ça fait quand même un petit moment que je suis ça, mais sur YouTube, il y a deux youtubeuses, Olympe et Christina de The Peculiar Club. Elles sont toutes les deux atteintes du syndrome dissociatif de l'identité. Et je trouve ça absolument incroyable, en fait. C'est quelque chose que je connaissais pas du tout au moment où je les ai découvertes. Et je me suis rendu compte que justement, pour l'instant, malgré ma 50aine de projets, il n'y en avait aucun dans lesquels j'avais un personnage principal, justement, avec une maladie mentale ou avec un syndrome particulier, ce genre de choses. Et du coup, j'ai commencé à me poser la question, est-ce que ce genre de choses, est-ce que je peux l'incorporer dans un projet qui existe déjà, ou est-ce que je vais construire un autre projet autour de ça parce que c'est intéressant, et puis c'est justement, ça permet aussi de représenter ces gens-là, d'avoir de diversifier ces personnages, etc. Forcément, quand je tombe sur plein de choses comme ça différentes, ça me donne souvent envie d'écrire sur ça un autre projet à nouveau, et donc je pars forcément dans tous les sens. Mais je mets de côté les projets qui sont vraiment naissants pour me concentrer sur ceux qui sont un peu plus aboutis. Je ne travaille pas sur tous en même temps. Quand tu parles de projets, du coup, ça veut dire que tu as dit que tu en avais une 50aine. Généralement, ce que tu fais, c'est que tu vas en commencer un et tu vas aller jusqu'au bout, ou est-ce que tu en commences plusieurs et tu les complètes petit à petit? Comment ça se passe? Je les complète petit à petit, mais en fait, en ce qui concernait Mangatoon, c'était vraiment structuré, c'était Astragal tout le temps, c'était que Astragal. Dans mon temps libre, c'est en fait suivant ma motivation,
Est-ce que déjà j'ai envie d'écrire aujourd'hui parce que c'est avant tout une passion, hein, faut arrêter de se si on se force, c'est plus une passion, c'est plus un plaisir et ça gâche l'expérience et c'est pas ce que j'ai envie. Donc déjà, c'est uniquement quand j'ai envie d'écrire et c'est suivant, ce que j'ai envie d'écrire à ce moment-là. Donc, par exemple, sur ces 50 projets, il y en a combien que tu considères avoir terminé, par exemple? Déjà, il y a Astragal Ouais. qui, la première version est terminée, mais je le retravaille parce que forcément, entre mes idées de 2015 et mes idées de maintenant, il y a forcément des changements. Mais il y a Astragal, là, je suis vraiment bien impliquée dans le Désert Rouge que je fais en live. Je fais pas les chapitres en entier en live parce que le live, ça déconcentre énormément. Mhm. Il y a quand même un minimum d'animation à faire, ce genre de choses. Donc je suis pas concentrée. Il y a quand même un mur, du coup, à être en live avec les émotions. Donc je vais pas forcément ressentir ce que j'écris de la même manière en live et si je le fais toute seule dans mon coin. Et c'est important aussi que de mettre le plus d'émotions possible dans ce qu'on écrit parce que sinon c'est plat et ça n'a aucun... C'est pas intéressant. C'est vraiment les projets sur lesquels je me suis ultra focus en ce moment. C'est tout l'univers qu'il y a autour de Astragal. Parce que Astragal, ok, il y a son livre en lui-même, mais il y a il y a plein d'autres projets plus ou moins aboutis aussi, qui se passent dans le même univers, dans la même temporalité. C'est pareil avec aussi le Désert Rouge, puisque en plus le Désert Rouge c'est un monde fictif, donc c'est un monde que j'écris de toutes pièces. Et il y a aussi il y a deux autres histoires en fait qui se déroulent dans ce monde-là, pas forcément en même temps, pas forcément dans la même temporalité, mais c'est dans le même monde. Donc voilà, c'est les deux gros groupes sur lesquels j'ai souvent envie de travailler. Donc, quand tu parles de groupe, ça veut dire que les projets que tu décris, il y en a plusieurs par groupe, ou est-ce que Désert Rouge et Astragal, c'est un seul projet? C'est deux groupes différents, c'est dans Ouais. le sens où, par exemple, euh, dans le monde où se déroule Astragal, il va y avoir aussi l'histoire de l'oiseau, va y avoir l'histoire de Seafoam, va y avoir l'histoire de Louisiana. Par contre, il n'y aura pas, par exemple, le projet Liars. Il va pas se produire dans le même monde que Astragal. Par exemple, les personnages de Liars, ils auront aucun moyen un jour de rencontrer au travers dans un bar ou quoi que ce soit un personnage d'Astragal. Alors que les personnages de Astragal peuvent rencontrer des personnages de Seafoam, par exemple. D'accord. C'est dans ce sens-là. On voit que le monde, il est très très clair pour toi. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce qu'est Mangatoon et comment tu as venu à avancer avec eux? En tout cas, voilà, juste nous expliquer un peu plus ça. Alors Mangatoon, c'est un site, mais c'est surtout une application mobile en fait où on peut lire des webtoons de manière légale. C'est-à-dire que c'est pas genre à la MangaFox, etc., où c'est des scans qui sont publiés par des traductions un petit peu illicites, etc. Non, là c'est vraiment les auteurs ou leur maison d'édition qui donnent les droits et les publications, les traductions en fait à Mangatoon et ils vont toucher justement de l'argent via les lectures, etc. Donc c'est principalement donc pour des webtoons. Principalement des webtoons chinois. C'est énormément de webtoons chinois qui sont dessus, mais il y a aussi des webtoons coréens. Mais c'est beaucoup de webtoons, c'est-à-dire des choses imagées. Mais il y a aussi une partie nouvelle, donc une partie littéraire, avec juste de l'écrit. C'est sur cette partie-là que j'ai travaillé. Mais je me suis lancée du coup quand j'ai vu qu'on pouvait publier ces écrits avec eux. Je me suis dit pourquoi pas. Je parle anglais. Donc je peux faire ma propre traduction comme je l'entends de mes œuvres. Si je peux le partager justement avec les personnes qui utilisent l'application, pourquoi pas. Voilà, c'est dans ce sens-là. C'est assez facile hein, d'aller sur Mangatoon. Par contre, en ce qui concerne justement se faire payer avec Mangatoon, c'est là où c'est ce qui m'a un petit peu refroidi et qui fait que au fil du temps, j'ai arrêté de publier chez eux. C'est parce que si on veut se faire payer, donc c'est-à-dire, je parle pas de fanfiction, hein, bien évidemment, je vais mettre ça au clair pour tout le monde. Vous ne serez jamais payé pour des fanfictions. Vous n'écrivez pas sur une œuvre qui vous appartient. Si vous recevez de l'argent pour une fanfiction, si jamais l'auteur de l'œuvre originale l'apprend, il peut porter plainte contre vous parce que vous utilisez son œuvre pour vous faire de l'argent. Donc toi, en fait, tu as créé ton univers, ton œuvre, que tu as publié tous les jours, tous les mois?
c'est là où il y a eu un hic avec Mangatoon. C'est que pour se faire décemment payer avec Mangatoon, donc là je parle, quand je vais parler de chiffres, c'est par histoire en fait, ils pouvaient nous donner, je crois que c'était $400 mensuels, mais c'était uniquement si on remplissait donc certaines conditions, donc c'est-à-dire 30 chapitres et 80 000 mots par mois. Minimum un chapitre de, je dirais, 2300-2500 mots. Je peux vous montrer ce que ça donne, 2500 mots, puisque c'est la base sur laquelle je vous montre en version papier. Voilà, parce que je pense que c'est l'idée que se fait la plupart des gens. En version papier, donc Astragal a été écrit de cette manière. 2500 mots, c'est ça en version papier. Voilà. C'est 3 feuilles. On a l'impression que c'est pas énorme. En moyenne, j'écris 1000 mots en 1 heure. Donc, ça fait quand même 2 heures, 2 heures et demie si tu écris tout d'une traite parfaitement pour un chapitre. Donc, ça fait quand même du temps à passer dessus. Puis, il faut avoir toute la relecture par derrière. En plus, c'est pas des choses... La relecture, l'editing, etc., c'est pas des choses qu'il faut faire à chaud. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a posé le point plus ou moins final de son chapitre, il faut faire une pause. Il faut y retourner au minimum 2 ou 3 heures après. Parce qu'on est tellement à chaud, on est tellement persuadé de ce qu'on a écrit, que les fautes de frappe, que les fautes d'accord, que les fautes de genre, donc c'est-à-dire le jeune fille au lieu de la jeune fille, on va pas les voir. Notre cerveau, il est tellement persuadé de ce qu'on a écrit qu'il va nous montrer ce qu'on a envie de voir. D'accord. C'est plein de choses comme ça qu'on ne va pas remarquer et on peut pas publier comme ça aux gens quelque chose qui est bourré de fautes de frappe, de fautes d'édition, ce genre de choses, c'est pas possible. Donc là encore, il faut du temps pour se calmer, pour oublier un petit peu ce qu'on a écrit et pour pouvoir avoir un regard neuf dessus. Donc ça fait déjà beaucoup de temps passé pour un chapitre dans une journée. Il faut faire ça donc tous les jours. Obligatoirement, si on veut toucher $400, soyons honnêtes, c'est pas avec ça qu'on va vivre un mois. Donc pour espérer vivre un mois, il faut publier au moins 2 à 3 histoires. Ça commence à faire beaucoup de chapitres à écrire, ça commence à faire beaucoup de temps de pause pour se laisser le temps d'avoir à nouveau un regard neuf. Ça commence à faire beaucoup de temps de relecture, de réédition, etc. À un moment donné, la journée, elle fait pas 32 heures, quoi. Après, j'avais réussi, moi, à prendre un rythme où j'arrivais, en fait, à écrire parfois 3 chapitres dans la journée. D'accord. Mais c'est parce que, Astragal, il y a déjà une première version décrite. Je me lance pas dans une nouvelle histoire où j'ai besoin de tout construire. Hein. Il y a déjà 500 pages. La base, elle est déjà là. D'accord, je vois l'idée. J'avais très peu de travail. C'est une nouvelle version, donc il y a des choses qui changent totalement, mais ça reste quand même quelque chose un outil sur lequel j'ai déjà travaillé pendant 5 ans. C'est pas tout nouveau, quoi. En tout cas, ce que j'imaginais pas du tout, c'est qu'en fait, ce que tu dis, c'est que tu as construit ton univers au fur et à mesure des années, donc il est assez clair pour toi. Et que en fait les histoires que tu construis se basent sur ces univers que tu complètes en fait à chaque fois. Quand je me dis tiens Astragal, en fait j'en parle beaucoup parce que c'est un petit peu la base de tout, Astragal, dans mes projets. Pour faire le topo, c'est sur le thème des vampires, mais on n'est pas genre à la Vampire Night ou à la Twilight. Vraiment, je pars sur une base où vraiment les vampires ont une origine, je vais pas dire scientifique, mais une origine, par exemple, la vie et la mort, ce sont 2 entités. C'est un petit peu comme des divinités, mais c'est des entités en elles-mêmes. J'aime bien écrire sur plein de choses différentes. Voilà, si par exemple demain je découvre une nouvelle culture particulière qui d'un seul coup, je découvre ça sur YouTube, je vais me dire tiens, mais c'est intéressant en fait. Ça a l'air super cool. Je vais creuser la question et je vais me dire tiens, j'ai pas de personnage qui a cette ethnie-là. J'ai pas d'histoire qui est dans cette temporalité-là. J'ai pas d'histoire qui parle par exemple de la mythologie romaine ou voilà ce genre de choses. Et forcément, ça va me donner un petit peu envie de... Pour moi, ça devient un problème. J'ai pas écrit là-dessus. Il faut que j'écrive. C'est comme ça un petit peu que ça se passe dans ma tête. Et pour écrire justement sur une nouvelle thématique, par exemple, tu parlais de la civilisation romaine, comment ça se passe ?
quand tu as une nouvelle inspiration? Je vais dévier un petit peu de la mythologie romaine. Je vais parler plus de du folklore et de la mythologie japonaise parce que D'accord. c'est le thème de l'oiseau. Ok. L'oiseau, donc The Bird, c'est au Japon et c'est totalement ancré dans le folklore japonais, donc c'est-à-dire avec toutes les divinités, Amaterasu, etc. Les yokai, donc le kitsune, le tori, etc. C'est l'identité même de l'histoire et du coup je vais faire énormément de recherches sur plein de sites différents pour avoir un maximum, justement, pas avoir tout le temps les mêmes yokai, pas avoir tout le temps D'accord. les mêmes divinités et puis chercher un petit peu, creuser plus profondément. J'ai écrit sur une mythologie qui existe. Donc si j'écris une bêtise, ça va pas le faire. Ok. C'est pas possible. Encore, par exemple, un monde fictif comme le désert rouge, je peux prendre un petit peu de tout partout et écrire des conneries, c'est pas grave, c'est un monde qui n'existe pas, ce sont des cultures qui n'existent pas, je ne vais froisser personne, c'est pas des conneries puisque ça n'existe pas. Mais sur une mythologie, un folklore, une culture qui existe, je ne peux pas me permettre de faire ce genre de choses. C'est pas possible. Je passe des heures sur Internet juste à faire ce genre de recherche-là. Tout à l'heure, tu as évoqué le fait que tu écrivais en live, donc sur Twitch. L'image que j'ai en tête de l'écrivain ou l'écrivaine, ça va être seule face à elle-même en quelque sorte. Comment ça se passe? Il y a forcément cette barrière justement, je suis pas seule. Ouais. Donc je peux pas passer littéralement 2 heures à regarder une image de personnage comme ça et puis à essayer de penser comme ça perdu et à me dire tiens, je ferais bien ça avec elle. Donc du coup il va se passer ça. Non, c'est quelque chose que je peux pas faire du coup sur Twitch. Donc forcément mon immersion à moi personnelle, elle est forcément un peu saquée. Ouais. Voilà, je détruis un petit peu mon immersion, mais c'est pour ça que je fais pas les chapitres en entier. Surtout que le désert rouge, donc le roman que j'écris en live, c'est pas des chapitres justement à la Astragal, des chapitres de 2500 mots et basta. Non, là c'est vraiment des chapitres livres. Voilà, des chapitres livres papier, donc 20 pages papier, donc c'est beaucoup plus long. C'est, je crois, entre 6000 et puis 9000 mots. Je peux pas écrire ces 6000 à 9000 mots en live. Parce que sinon, je sais que ça va être une grosse bouse et je sais que je vais haïr ce roman et je n'ai pas envie de haïr ce roman. Donc généralement, j'écris le début. J'ai écrit le prologue totalement en live parce que c'est un prologue, parce qu'il fait justement, je crois, 1500, 1600 mots, un truc du genre. Donc c'est assez court. Mais je fais que quelque chose de rapide. Le reste, je l'écris toute seule pour justement avoir cette immersion. Mais je trouve ça intéressant de justement partager déjà le logiciel sur lequel je travaille, parce que je travaille pas sur Word, je travaille pas sur OpenOffice. C'est des très bons logiciels pour commencer, j'ai commencé là-dessus aussi. Mais quand on commence à avoir autant de projets comme moi, avec des élaborations comme ça, et puis des centaines de personnages par projet, c'est pas des logiciels qui sont décemment utilisables en fait. Ils n'ont pas assez de fonctionnalités pour ça, pour cette création. Scrivener, il ne coûte que $50. Voilà. Scrivener ne coûte que $50, c'est à vie, c'est une licence à vie. Et pour ce qui est à l'intérieur, honnêtement, c'est le Saint Graal. C'est le Saint Graal de l'écriture. Même les auteurs professionnels, ils utilisent Scrivener. D'accord. Voilà, c'est pour dire à quel point c'est un bijou, ce logiciel. Il y a vraiment tout à l'intérieur. Il est hyper bien fait. Faut juste faire attention parce que vu qu'il est... c'est un logiciel anglophone, il faut rajouter le dictionnaire français. Bon, on peut le télécharger depuis Scrivener, mais le dictionnaire français, il n'est pas parfait. Voilà, il lui manque certaines orthographes, certaines conjugaisons, etc., qu'il faut rajouter après. Donc, parfois, on peut avoir un mot de souligné en rouge alors qu'il est parfaitement bien écrit. C'est normal. C'est juste que c'est pas son dictionnaire natif. Et ce mot-là, il n'est pas entré dans le dictionnaire. En live, du coup, je trouvais ça intéressant de partager cette mécanique-là, en fait, de montrer un petit peu déjà comment moi je fais. C'est aussi intéressant d'un point de vue construction, parce que moi je sais ce que j'écris, je connais mes personnages sur le bout des doigts, je connais l'intrigue sur le bout des doigts. Mes personnages, je suis tous les personnages, je sais exactement ce qu'ils ressentent quand ils le ressentent. Il n'y a vraiment aucun secret, je suis chaque personnage de mon histoire, donc pour moi tout est logique. Chaque mot que j'écris, chaque tour de phrase, tout est logique pour moi. Mais c'est peut-être pas forcément le cas pour un lecteur neutre qui découvre l'histoire. Peut-être qu'il y a des sous-entendus que je fais et il va se dire mais ça veut dire quoi ça en fait? J'ai pas compris ce que ça veut dire. Voilà, qui vont être par exemple compliqués pour quelqu'un qui ne connaît pas toute l'histoire en elle-même. C'est quelque chose qui peut être compliqué pour eux.
Et le faire en live, justement, ça me permet de leur demander quand je sais que je fais un sous-entendu particulier, leur demander est-ce que pour vous, est-ce que c'est clair ce que je sous-entends là? D'accord. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Voilà, c'est intéressant parce que ça m'évite justement de travailler sur 6000 mots, de lancer ça et d'avoir tous les gens qui disent j'ai pas compris. Donc tu testes des idées en live. C'est pas que je teste des idées, je teste des constructions. Parce que en soi, que Bidule, à la fin, on se rend compte que c'est le grand méchant alors que c'était la meilleure amie, par exemple, du personnage principal, ça restera la même. Mais que je mette ou pas des sous-entendus à cette évolution dans les chapitres ou pas, là, je vais avoir besoin justement d'un avis extérieur. Si je mets ça, est-ce que cette phrase-là, est-ce qu'ils vont tout de suite comprendre, par exemple, est-ce que c'est trop obvious que au final elle est méchante, ou est-ce que ça passe, ils vont la prendre pour totalement autre chose, mais du coup ça a du sens. Quand je dis que c'est pas obvious mais que ça a du sens, c'est par exemple est-ce qu'on peut penser que je dis ça à propos d'autre chose, qu'on peut penser que ça veut dire autre chose alors que ça veut dire ça par exemple. Alors que si juste ça n'a aucun sens, quelqu'un d'extérieur il comprend pas pourquoi j'ai dit ça, que ça n'a aucun sens par rapport à tout ce qui est écrit jusque là, au final ça sert à rien que je le mette. Ok. Voilà, c'est plus par rapport à ce genre de choses. On me demande dans le chat si tu risques pas de spoiler en fait dans les lives. Non, je risque pas de spoiler parce que dans toutes mes fiches personnages, j'ai tout surligné en noir les spoilers. Par exemple, mes fiches personnages, donc ça va être nom. Si le nom, il a une signification particulière, parce que je crée moi-même de toutes pièces les prénoms dans le désert rouge. Ils sont créés, c'est pas des prénoms qui existent. Donc forcément, ils ont des significations. Et ces significations-là, par exemple, elles vont avoir des spoilers. Donc, elles sont surlignées en noir. Et au live, du coup, on ne voit pas la signification. Moi, je le sais. Moi, je connais la signification. Elle est toujours là. Donc, si jamais j'ai un doute, je peux toujours enlever en off pour revérifier. Mais un viewer ne va pas l'avoir. Le résumé du personnage, tous les spoilers, par exemple, ils sont aussi surligné en noir. Tout ce qui est spoiler, c'est grisé, c'est pour un viewer, ça peut pas être lu. Alors je te propose de passer à la suite. Donc on va parler des émotions. Par rapport à l'écriture, quel serait pour toi un moment de joie, de grande joie, que tu pourrais nous raconter, quelque chose qui t'est arrivé, qui t'a une fierté, ou quelque chose qui t'a beaucoup plu? Alors mercredi, mes viewers pourront te dire que quand j'ai lancé le live, j'étais absolument enjaillée, j'étais d'une humeur incroyablement brillante. Enfin, c'est comme s'il y avait le soleil qui irradiait directement au-dessus de mon bureau. Mais je venais de relire du coup les 2 derniers chapitres que j'avais écrits sur justement Astragal. Ces 2 chapitres ces 2 chapitres-là, je les aime beaucoup. C'est vraiment 2 chapitres très très joyeux, très pipou, très et c'est vraiment, au final, ça m'a confortée dans mon plaisir d'écrire parce qu'au final, quand je les relis, c'est voilà, ces chapitres-là, voilà, c'est au final, je redeviens lectrice. Voilà, je ne suis pas que auteure de mes histoires, je suis leur première lectrice, la première fan de mes histoires. Et voilà, ces 2 chapitres-là, ils m'ont mis, voilà, c'est tous ces chapitres pipou, tout joyeux, tout mignon que j'écris, ils me mettent tout le temps dans une joie absolument incroyable. Les émotions que tu veux faire passer quand tu écris, tu arrives à les ressentir quand tu lis derrière. C'est pour ça que j'ai commencé à écrire, hein. C'est pour pouvoir lire. Hein. Je relis mes écrits parce que c'est pour ça que j'écris, pour pouvoir les lire. C'est uniquement pour ça. Alors du coup, quelque chose qui t'a fait flipper, un moment de peur assez grand, ce serait quoi? Quand j'ai changé ma configuration PC, mi-janvier, j'ai changé donc mon processeur, ma carte mère, etc. Et quand j'ai lancé l'ordinateur, on m'a clairement fait savoir que le format de mon disque dur n'était plus compatible avec le processeur actuel et que du coup, il ne pouvait pas lancer Windows, il ne pouvait rien lancer du tout et qu'il fallait que je formate. Et là, je me suis dit, les histoires, je vais tout perdre. Oh mon Dieu, faut tout que je formate. Il y a plus de 1 Tera, il y a 1 Tera sur ce disque dur. Je peux même pas tout transférer sur mon ordinateur portable. J'ai pas assez de mémoire sur mon ordinateur portable pour tout transférer. Je vais tout perdre. J'ai flippé ma race de fou, vraiment de tout perdre comme ça. Il y avait des choses que je pouvais les récupérer parce que c'était publié sur Internet, via Mangatoon notamment. Mais il y avait des choses non, c'était pas publié. Plein de notes, plein d'archives, des illustrations que j'utilise justement pour
pour m'appuyer visuellement, ce genre de choses, j'allais vraiment tout perdre. Et j'ai été tellement en flip, mais pendant plusieurs jours, j'étais en flip incroyable, c'était monumental. Et là, au bout d'un moment, je me suis dit, ben écoute, t'es obligé de formater. T'es obligé. De toute manière, tu peux pas l'utiliser, tu peux pas avoir accès à ton disque dur. Tu peux pas utiliser ton ordinateur. Dans tous les cas, tu peux pas avoir accès à tes histoires. Donc, ben, tant pis, je formate. J'ai formaté mon disque dur, j'ai relancé. Et là, au moment où mon ordinateur s'est rallumé et que j'étais au plus profond de moi-même, je me suis souvenu que j'avais tout déplacé à mon dossier d'écriture sur le SSD adjacent et que du coup, c'était bon. Ah putain, j'avais mal au cœur pour toi. Aïe, 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 aïe. J'ai ouvert dans mon ordinateur et j'ai fait « Oh putain, mais je suis vraiment trop conne. » Donc, t'as tout récupéré, t'as rien perdu. Non, j'ai rien perdu. Ah. Donc, 1 téra de données, c'est principalement de l'écriture, j'imagine, mais aussi des images, des musiques. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu sauvegardes autour des histoires que tu construis? Beaucoup d'images, par exemple, j'allais beaucoup aller sur Pinterest, sur ArtStation, etc. C'est pas des images que je vais publier parce que c'est des images qui m'appartiennent pas. D'accord. Je ne dessine pas de personnages, donc c'est-à-dire tous les dessins, les illustrations de personnages que je vais utiliser, c'est uniquement pour moi, pour appuyer mon visuel et du coup mes écrits, pour éviter de faire des non-sens, dire par exemple qu'un personnage il a les yeux bleus un coup et puis le lendemain dire qu'il a les yeux verts. Voilà, c'est pour vraiment appuyer, me remémorer tel personnage, il a cette vibe-là, il ressemble à ça. C'est des images d'archives, voilà. Ce sera jamais publié nulle part parce que ce ne sont pas des images qui m'appartiennent. Les seules images qui sont publiées, ce sont des images du graphisme, voilà, que je fais moi-même. Donc ça va être toutes les graphismes de personnages. Donc ce que je t'ai envoyé, je crois que je t'ai envoyé le graphisme pour Sam. Ouais. C'est celle-là que je t'ai envoyée, bah voilà. Ça, voilà, c'est uniquement ce genre de choses que je fais. Voilà, je fais uniquement ce genre de choses. Et les pièces, voilà, les maisons, les pièces où ils vivent, où les actions se passent, c'est les seules choses que je partage parce que c'est les seules choses que je fais moi-même. Mais voilà, il y a plein d'images, il y a plein de notes, donc c'est-à-dire ça peut être du bloc-notes, ça peut être du Word, ça peut être tout et n'importe quoi sur mon téléphone. J'ai 3 milliards de notes sur mon téléphone aussi à propos de ça, parce que bah, parfois je suis dans mon lit, je suis en train de faire mon anagramme tranquille, et puis là je fais « Oh, tiens, mais ça c'est pas mal ». Et mon ordinateur il est éteint depuis longtemps, hein. Donc je note ça dans mon téléphone aussi, mais voilà. C'est plein de notes, d'images d'archives, de lieux, ce genre de choses. Ouais, donc il y a beaucoup. On a quelqu'un sur le chat qui doit être dans l'informatique et qui nous dit tu ne mets rien dans un drive? Non, parce que je ne veux pas que pour une raison X ou Y, ça leak en fait. Parce que même si je partage pas tout aujourd'hui, il est possible qu'un jour, si un produit fini me plaît assez, par exemple que je l'envoie à un éditeur, que je le publie sur Internet, et en fait, si ça leak avant, bah forcément c'est du spoiler. Et ça va attirer forcément moins de lecteurs parce que ces gens-là, ils seront déjà au courant quoi, de ce qui se passe. Ils auront pas, et on n'a pas envie de lire une histoire dans laquelle on sait déjà ce qui se passe. Donc j'ai pas envie que ça leak, j'ai pas envie aussi du vol. Parce que c'est assez compliqué aussi au niveau des copyrights, au niveau des droits d'auteur. Il y a un organisme officiel en France qui s'occupe des droits d'auteur, mais faut leur envoyer le manuscrit fini. Voilà. Là, actuellement, j'ai pas de manuscrit fini. Le seul, bah, c'est le bouquin, mais bon, le bouquin, voilà, hein, à moins de venir chez moi et de le voler, normalement, il est safe. Hein. Voilà, il y a un organisme, il faut déjà tout envoyer en produit fini, ou sinon, on peut utiliser les accusés de réception, donc c'est-à-dire imprimer son manuscrit, le mettre dans une enveloppe craft et se l'envoyer avec avis de réception vraiment scellé sur l'ouverture, donc l'avis de réception mis sur l'ouverture de l'enveloppe. Et donc, quand on va recevoir quelques jours plus tard notre propre enveloppe, ne pas l'ouvrir. Parce que là, il y a la date où on l'a reçu, c'est daté, c'est scellé. Et ça peut faire preuve justement en cas de vol via Internet d'un manuscrit. Par exemple, d'un coup, bah, il y a une série Netflix qui ressemble étrangement à ce que j'ai sorti sur, par exemple, Wattpad il y a 3 ans. Ou alors,
Je suis allée à Cultura et puis il y a un livre, j'ai effleuré un petit peu comme ça, ces pages et ça ressemble quand même beaucoup à ce que j'ai écrit. Ce genre de choses, ça peut permettre, par exemple, si au final, une fois qu'on lit toute l'œuvre, qu'on regarde toute l'œuvre, c'est vraiment trop similaire, ça c'est du plagiat au final. C'est vraiment que ce genre de choses-là qui peuvent nous protéger, en fait, D'accord. pour récupérer justement nos droits. Parce que voilà, sur Internet, on va publier sur Wattpad, on va publier sur 404 Factory, on va partager sur Facebook, sur machin, sur bidule. Mais du coup, si on ne s'est pas protégé derrière via ces procédés-là, n'importe qui peut faire un copier-coller de notre travail, l'envoyer à un éditeur, et si au final ça plaît à un éditeur, et ben lui se faire éditer avec notre travail, notre livre que nous, on a écrit. Ouais. Voilà, et c'est quelque chose, voilà, j'ai pas envie que ça arrive avec, donc je mets rien qui ne soit pas protégé, donc forcément tout ce qui est drive, etc., j'évite. Donc du coup, tu ne souhaites pas publier le livre sur lequel tu écris actuellement? Celui sur lequel je travaille en live, le Désert Rouge, il est publié sur 404 Factory. Mais du coup, il y a forcément les lives qui prouvent en même temps que c'est moi qui l'ai écrit. Donc de D'accord. ce côté-là, ça me permet aussi, les lives, d'être un minimum safe au niveau de mes droits d'auteur. Parce que justement, l'écriture, elle est filmée, elle est publiée en live, il y a une date de stream, etc. Donc à ce niveau-là, je suis safe. Et il faut savoir que 404 Factory, c'est un site un petit peu à la Wattpad, sauf que eux, ils ont leur équipe d'édition. Ils ont leur maison d'édition attachée, ils ont 404 éditions, et de temps en temps, ils font des concours, et ceux qui gagnent les concours, ils sont publiés via cette maison d'édition. D'accord. Donc je sais que aussi via ce site, je suis quand même un minimum protégée grâce à eux. Ok. Donc je publie, s'il y a des choses que je veux publier, c'est uniquement via eux, ou alors via Mangatoon, voilà, qui aussi, il y a un disclaimer que c'est des droits d'auteur protégés, etc. Quelque chose qui t'a énervé pendant ton activité d'écriture, ce serait quoi? Quelque chose qui t'a beaucoup énervé? Le destin que je réserve à certains de mes personnages. Parce que forcément, je suis comme tout le monde, hein. Un personnage qui va être profondément gentil, ou alors ça va être un enfant hyper mignon, quelqu'un qui va donner beaucoup d'amour, qui est vraiment un support incroyable. Si, pour le bien de l'histoire, je dois le tuer, ça va m'énerver. Ça va m'énerver de devoir faire ce genre de décision. Ça va m'énerver parce que je suis quand même à moitié lectrice quand même. Donc cette partie lectrice de moi-même, elle va être fâchée contre la partie autrice de moi de devoir faire ce genre de choix. Ça va m'énerver d'être obligée de faire ce genre de choses parce que aucun de ces personnages-là ne mérite ça. Donc ouais, ça va profondément m'énerver de devoir faire ce genre de choses. Donc d'assassiner des gens qui t'as réfléchi à une histoire pendant peut-être des années. Il y a des destins, forcément, on est obligé parce que si par exemple c'est que les méchants qui meurent, je suis désolée, mais c'est une histoire qui a chier, hein. Je vais pas passer par quatre chemins. Si tous les gentils ils sont vivants, ils sont heureux, et tous les méchants ils sont morts, ils sont malheureux, je suis désolée, mais c'est un enfant de 4 ans qui a écrit ça. Et donc, la dernière émotion, ça va être de la tristesse. Qu'est-ce qui t'a profondément attristé à un moment donné? Je vais parler que d'un seul personnage. Il y a 2 personnages récemment qui m'ont même fait pleurer. C'est Sam dans Astragal. C'est quand j'ai écrit le chapitre sur son passé, son histoire familiale. Dans le chapitre que j'ai écrit qui m'a fait pleurer, c'est un chapitre où par exemple elle rentre du lycée et elle se rend compte que il y a un petit lapin en peluche qui a disparu de sa chambre. Euh, et elle se rend compte que c'est dans la chambre de son frère. Et quand elle va confronter son père, il va lui dire, «T'en as plus besoin, tu 17 ans, tu trop grande maintenant pour ce genre de choses». Sauf que ce lapin en peluche, c'est sa maman qui lui a offert quand elle était toute petite. Donc il a vraiment un gros poids émotionnel, qui lui est attaché et c'est que des choses comme ça auxquelles son père il s'en fiche. Il s'en fiche totalement, c'est que son fils maintenant et elle est totalement délaissée, elle est totalement mise de côté et comme je l'ai dit, je suis chaque personnage. Pas dans le sens, littéral où il y a une partie de ma vie, cachée dans chaque personnage, mais dans le sens où vraiment je ressens l'intérieur de chaque personnage, je ressens toutes leurs émotions. Je sais exactement, ce qu'ils ressentent au moment où ils le ressentent, comment ils vont se sentir, comment ils se sont sentis dans le passé, comment ils vivent les choses. Au final, elle a le cœur brisé par son père, quoi, littéralement et en plus, quelques jours plus tard, il la met à la porte parce qu'elle a 18 ans et qu'elle est adulte. Par rapport aux émotions que tu les vis à travers tes personnages, à travers tes histoires. C'est vraiment des choses qui ont l'air d'être vraiment fortes en fait, hein. Dans tout ce que tu nous racontes, c'est souvent lié aux histoires que tu écris et que tu... Il y a le fait que chaque personnage fasse partie de moi.
que Ouais. forcément je les ai créés et je sais tout d'eux. Mais il y a aussi le fait que j'ai un cerveau qu'on appelle hypersensible. Donc c'est pas forcément juste pleurer beaucoup ou être très joyeuse, hein. Quelqu'un d'hypersensible, c'est quelqu'un qui forcément va ressentir plus d'empathie que la normale, qui va ressentir forcément les émotions plus fortes que la normale, mais qui va aussi avoir tout un côté créatif. Voilà, il y a plein de il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Mhm. Comme un psychopathe, c'est pas qu'un tueur, hein, c'est quelqu'un qui va avoir des difficultés justement à ressentir de l'empathie, au contraire, etc. Voilà, l'hypersensibilité, c'est une façon de décrire le fonctionnement d'un cerveau. Voilà, et c'est ce que j'ai c'est le fonctionnement du mien et c'est ce qui explique que je vis plus intensément, on va dire, les émotions de mes personnages. Ok. Évidemment, c'est mes personnages à moi, je sais ce qu'ils ressentent, mais en plus de ça, je les ressens, plus fort que quelqu'un, de lambda. Merci pour ton partage. Si toi, tu avais 2 conseils à donner aux gens qui auraient envie de faire un peu comme toi, qu'est-ce que ce serait? De, savoir, s'ils ont envie, d'en vivre, si, ils le font justement, en espérant gagner de l'argent, s'ils le font simplement pour leur plaisir personnel, s'ils ont envie que les autres le lisent, est-ce qu'ils ont déjà des appréhensions par rapport à leur niveau d'écriture? Mhm. Est-ce que, ils peuvent ressentir de la honte parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas un bon niveau et cetera? Et puis surtout, de réfléchir à ce qu'ils veulent écrire, en fait. Hem, quel Si vous écrivez des histoires totalement originales, rêvez grand. Rêvez grand, il y a pas de mal à ça, écrivez ce que vous voulez, après restez quand même respectueux des cultures et cetera, hein, quand même un minimum. C'est quoi, toi, ton grand rêve, du coup? Vu que tu demandes de rêver grand. D'avoir mon livre en librairie, voilà, tout simplement. C'est un processus quand même, assez compliqué, je pense que ça peut être un conseil que je peux donner. Espérez pas, finir votre bouquin, l'envoyer et puis, «Allez, ils vont me répondre», à 99 il y a 99 de chances on ne vous réponde pas. Parce que vous faites partie, des milliers de manuscrits, que les maisons Hmm. d'édition, papier reçoivent chaque semaine. Vous vous doutez bien qu'ils ne les lisent pas tous, et que le flot, de manuscrits ne s'arrête pas. Donc forcément, il y a des sélections un petit peu hasardeuses, du genre, bah, il y a une première sélection qui va se faire au titre. Les titres qui sont à chier, ben, en fait, il y a personne qui va les lire. Ensuite, ça va être, une sélection au résumé. Un résumé qui est à chier, personne va le lire. Ensuite, il y aura quelqu'un d'autre qui va vérifier le premier chapitre ou le prologue. S'il est à chier, ça ira pas plus loin non plus. Et après, si ça passe jusque-là, il y a potentiellement un éditeur qui va lire votre bouquin en entier. Mais encore une fois, même si le premier chapitre il est bien, peut-être que le reste de votre livre il est à chier et ça ira pas plus loin non plus. Donc il faut T'es dur, là, soit hein. que vous non, mais c'est la réalité. Faut quand même qu'ils gardent ça à l'esprit que voilà. Donc soit vous avez la chance d'avoir quelqu'un dans le milieu qui peut un petit peu vous pistonner et passer ses barrages, soit il faut que vous ayez beaucoup de chattes. Voilà, faut avoir de la chance. T'as un petit peu de réseau là-dedans ou pas? Non, et du coup j'ai pas tenté pour l'instant. J'ai D'accord. rien tenté du tout. Ok. Et c'est pour ça que si vous voulez vraiment, si votre premier bouquin vous tient à cœur, allez sur Kindle. Hmm. Ils éditent tout le monde. Hmm. Allez sur Kindle. Si ça se vend, ça se vend. Si ça se vend pas, tant pis. Eh ben écoute, Anis, un énorme merci pour ton témoignage. Bah, merci à toi de m'avoir invité. J'ai adoré ta franchise et la manière, ta passion. On ressentait vraiment ta passion. Enfin, moi, ça m'a touché, hein. La manière dont tu vis tout ça, je trouve ça vraiment, vraiment chouette et beau, en fait. Quand quelqu'un aime quelque chose depuis plus de 10 ans, en fait, c'est forcément, c'est fini, on l'a perdu dedans. Faut pas me lancer sur le sujet, en fait. Ouais, mais ça se voit. Et la toute dernière question que j'aurais, moi, c'est en fait savoir si jamais on veut t'aider. Je ne sais pas de quelle manière. En fait, comment on peut t'aider à atteindre ton grand rêve de publication en librairie? D'aller lire, ce que je publie sur, 404 Factory, en fait. D'accord. Parce que généralement, ce genre d'auteurs comme ça sur ces sites qui se font publier, ce sont généralement, ben, ceux qui se font remarquer, qui font le buzz, qui ont plein de vues. Voilà, où justement les éditeurs, ils vérifient tous, hein. Ils sont tous sur ces sites et puis ils se disent: «Bah, tiens, cette histoire-là, elle plaît, il y a peut-être quelque chose à faire derrière, quoi». Je te donne le mot de la fin pour conclure notre discussion.
Pour votre bonheur, ne soyez pas trop égoïste, mais soyez-le quand même un petit peu. Vous êtes votre priorité. Vous êtes votre priorité. Un énorme merci. Et puis, je te Merci. souhaite une super soirée. Ciao. Ciao.